Le test de fidélité est allé trop loin. Il a fait semblant d'être un mendiant, et elle lui a craché dessus sans savoir qui il était. Une salive épaisse et tiède coulait sur sa joue, se mélangeant en maquillage professionnel, imitant la crasse et la suie. Marc se figea. Le temps sembla s'arrêter, se condensant en un point brûlant sur sa pommette, là où la marque de cette humiliation cuisait sa peau. Il était à genoux sur le trottoir glacé, vêtu d'un vieux manteau puant l'urine que ses stylistes avaient déniché dans une friperie de banlieue. Autour de lui, le Paris du soir bourdonnait, les vitrines de l'avenue Montaigne scintillaient de mille feux, mais pour Marc, à cet instant précis, seule elle existait. Anna, sa fiancée, la femme qu'il s'apprêtait à conduire à l'hôtel dans 3 jours. Elle le surplombait, magnifique et inaccessible, dans un manteau en cachemire couleur ivoire, ses cheveux blonds parfaitement coiffés en un chignon strict. D'une main, elle tenait des sacs griffés Dior et Chanel, de l'autre, son smartphone sur lequel elle venait de terminer un appel. Dans ses yeux bleus, ces mêmes yeux où il avait l'habitude de ne voir que tendresse et adoration, nageait à présent un dégoût si concentré que Marc eut un mouvement de recul physique. « Enlève tes sales pattes, déchet !» siffla-t-elle d'un ton glacial, s'essuyant la bouche du revers de la main, comme si la simple présence du mendiant polluait l'air qu'elle respirait. Sécurité. Pourquoi laisse-t-on entrer des clochards ici ? Marc ne pouvait plus respirer. Dans sa poitrine, là où une seconde plus tôt battait le cœur d'un homme amoureux, un trou noir s'ouvrait désormais. Tout cela était une erreur monstrueuse. Ou, au contraire, la vérité la plus terrifiante qu'il n'ait jamais apprise. Il était Marc Delon, propriétaire de l'un des plus grands empires logistiques d'Europe. Un homme dont la fortune comportait 9 zéros. Il avait l'habitude d'acheter des entreprises, des yachts et des loyautés. Mais avec Anna, c'était différent. Ou du moins, il le croyait. Le fantôme de son père le hantait. Un homme mort seul, dépouillé par une jeune épouse vénale. La paranoïa de Marc avait grandi à mesure que le mariage approchait. Ses amis, des requins de la finance, avaient jeté de l'huile sur le feu. « Elle est trop parfaite, Marc. C'est une ancienne mannequin. Son père a laissé des dettes. Elle n'est avec toi que pour le fric. » Et il avait craqué. Il avait décidé de monter ce spectacle. L'ultime vérification. Le mendiant demande de l'aide à la fiancée du milliardaire. Si elle lui tend la main, l'aide, montre de la compassion, il lui offrira le monde. Si elle passe son chemin... Mais elle ne s'était pas contentée de passer son chemin. Elle avait anéanti son image d'un seul crachat. « Anna !» croassa-t-il, oubliant de modifier sa voix. Elle tressaillit, non pas par reconnaissance, mais par répulsion. « Tu parles encore ? Dégage avant que j'appelle la police. Tu gâches ma soirée. » Dans un van noir aux vitres teintées, garé de l'autre côté de la rue, une équipe de tournage filmait. Marc les avait engagés pour immortaliser le triomphe de la bonté de sa future femme. Il voulait projeter cette vidéo au mariage. Il comprenait maintenant qu'il filmait son exécution. L'exécution de ses illusions. Une rage, brûlante et étouffante, inonda sa conscience. Il se releva lentement. Le maquillage tirait sa peau. Les haillons semblaient peser 1 tonne. « Tu n'auras pas besoin d'appeler la police, » dit-il de sa voix habituelle, ce baryton autoritaire qui faisait taire les conseils d'administration de la défense. Anna se figea. Ses pupilles se dilatèrent. Elle scruta le visage du vagabond, et sur ses traits fins défila une gamme d'émotions. Incompréhension, peur, et enfin, l'horreur de la reconnaissance. « Marc ?» murmura-t-elle. Et les sacs de luxe tombèrent de ses mains sur le bitume souillé. D'un geste brusque, il arracha la perruque grasse de sa tête. Les fausses mèches grises tombèrent dans une flaque. « Pas Marc !» Sa voix tomba comme un couperet. « Mais déchet. C'est comme ça que tu m'as appelé ?
Marc, c'est une blague? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Elle fit un pas vers lui, tendant les mains, mais il recula comme si elle était contagieuse. C'était un test, Anna. Un test pour savoir si tu avais une âme, ou s'il n'y avait qu'une calculatrice à la place du cœur. Un test? Elle s'arrêta net, et l'expression d'horreur sur son visage laissa place à quelque chose d'étrange. Quelque chose qui ressemblait à un sourire amer et mauvais. Tu m'as testé? Comme un chien? Je vérifiais si j'épousais un être humain ou un monstre, hurla-t-il en pleine rue, sans se soucier des passants choqués. Et j'ai eu ma réponse. Tu as craché sur un homme qui demandait de l'aide. J'ai craché sur un vagabond agressif qui m'agrippait le manteau. Sa voix se brisa en un cri, mais il n'y avait pas de remords, seulement une défense agressive. Tu n'imagines pas la journée que j'ai eue, Marc. Je stressais pour le mariage, pour les invités, et là, c'est bas. Tu as monté un cirque. Un cirque? Marc éclata d'un rire qui fit plus peur que ses cris. Le cirque est fini, ma chérie. La représentation est terminée. Il n'y aura pas de mariage. Il sortit son téléphone de la poche du manteau troué et composa le numéro de son chef de la sécurité, fixant Anna droit dans les yeux. Bloquez toutes les cartes d'Anna. Maintenant. Annulez son accès à l'appartement et faites avancer ma voiture. Je veux partir d'ici. Seul. Marc, tu ne peux pas faire ça. Elle l'attrapa par la manche, ne craignant plus la saleté. On s'aime, c'est une erreur, j'ai juste eu peur. Il regarda sa main manucurée sur sa manche souillée, puis la trace de salive qu'il n'avait toujours pas essuyée. Tu n'aimais pas moi, dit-il doucement. Tu aimais le reflet de mon compte en banque. Dégage. Il la repoussa. Anna vacilla mais resta debout. Elle ne criait plus. Elle le regardait avec une expression que Marc ne parvenait pas à déchiffrer. Ce n'était pas le regard d'une perdante. C'était le regard de quelqu'un qui connaît un secret capable de tout détruire. « Tu vas le regretter, Marc, » dit-elle si bas que c'était presque un murmure. « Mais pas parce que tu m'as perdu. Parce que tu n'as toujours pas compris qui tu as perdu. » La Maybach noire glissa silencieusement le long du trottoir. Le chauffeur, voyant son patron en haillons, hésita une fraction de seconde, mais son professionnalisme prit le dessus. Il ouvrit la porte. Marc s'affala sur les sièges en cuir, laissant Anna plantée au milieu de l'avenue Montaigne, entourée de ses achats éparpillés. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir échappé à une erreur fatale. Il ne savait pas que le véritable enfer ne faisait que commencer. Les 24 heures suivantes se transformèrent pour Marc en une chute interminable dans l'abîme. Il était assis dans son penthouse du 16e arrondissement, regardant sa vie privée devenir un divertissement public. Il n'avait pas retenu la vidéo. Dans un élan de rage vengeresse, alors qu'il roulait dans la nuit parisienne, il avait donné le feu vert à l'équipe de production. Publier tout, sans censure. Au petit matin, la vidéo cumulait déjà 5 millions de vues. Les titres des médias en ligne hurlaient. La fiancée du milliardaire humilie un SDF. La fin choc du conte de fées. Le visage de l'avidité. Comment Anna a tout perdu en un crachat. Les commentaires étaient unanimes. Des milliers d'internautes louaient la clairvoyance de Marc et traînaient Anna dans la boue. Bien fait pour elle, sale michto. Marc, tu es un héros de l'avoir démasqué. Il lisait tout ça, buvant un whisky hors d'âge directement au goulot, essayant de ressentir de la satisfaction, du triomphe, du soulagement. Mais à la place, une nausée grandissait en lui. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il ne voyait pas le visage déformé par la haine d'Anna, mais d'autres moments. Anna assise à son chevet pendant 3 nuits consécutives quand il avait attrapé cette pneumonie, changeant ses compresses. Anna riant en mangeant une glace bon marché au jardin du Luxembourg, à l'époque où ils commençaient à se fréquenter et où il cachait son nom de famille.
Anna refusant un collier Cartier pour demander qu'il fasse un don à un refuge pour animaux. Tout ça, c'était du jeu, marmonna Marc en se servant un autre verre. Une longue comédie. Et hier, le masque est tombé. Il essayait de s'en convaincre, mais le puzzle ne s'assemblait pas. Si elle était une prédatrice si calculatrice, pourquoi n'essayait-elle pas de le contacter après la scène dans la rue ? Une journée entière avait passé. Pas d'appel, pas de message, pas de tentative de forcer le barrage de la sécurité. Une chasseuse de fortune ordinaire serait déjà en train de pleurer devant le concierge, de supplier ou de menacer d'un procès. Anna avait disparu. Volatilisée dans la métropole comme si elle n'avait jamais existé. Le soir venu, le silence dans l'appartement devint insupportable. L'organisateur du mariage avait appelé 10 fois avant que Marc n'explose son téléphone contre le mur. La sécurité rapporta qu'Anna n'était pas venue récupérer ses affaires. « Putain !» rugit Marc. Il avait besoin de la voir. Il avait besoin de la voir brisée, en pleurs, repentante. Il avait besoin de la confirmation qu'il avait raison, car quelque part, à la périphérie de sa conscience, le doute se transformait en un serpent constricteur qui lui écrasait la poitrine. Il décida d'aller à l'appartement qu'il lui louait dans le Marais avant qu'elle n'emménage chez lui. Le bail courait encore. Il entra avec sa clé, s'attendant à trouver le chaos, des valises, une crise d'hystérie. Mais il fut accueilli par le silence et une odeur de lavande, son parfum. L'appartement était immaculé, trop propre. Les placards étaient ouverts et vides. Plus de robes, plus de chaussures, plus de livres sur les étagères, plus de maquillage dans la salle de bain. Elle n'était pas juste partie, elle s'était effacée de cet espace. Et à en juger par l'absence de poussière sur les étagères vides, elle ne l'avait pas fait aujourd'hui. Ni hier. Marc entra dans le salon, le cœur battant dans ses tempes comme un tambour. Au milieu de la pièce vide, sur la table basse, trônait une seule boîte. Une simple boîte à chaussures en carton, fermée non pas par un ruban de soie, mais par une ficelle brute. Il s'approcha, les mains tremblantes. Cela ressemblait au piège d'un démineur. Il s'attendait à voir à l'intérieur les bijoux rendus. La bague de fiançailles de 5 carats, la montre Patek Philippe, le collier. Cela aurait été logique, un geste de fierté. Il souleva le couvercle. Il n'y avait pas de diamant. À l'intérieur, reposait un vieil ours en peluche élimé qu'il avait gagné pour elle à la foire du trône 2 ans plus tôt. Une liasse de tickets de cinéma pour des comédies stupides. Une fleur séchée. Une marguerite qu'il avait cueillie sur une aire d'autoroute lors de leur premier week-end en Normandie. Et une pile de photos Polaroid où il faisait des grimaces, riait, dormait enlacé. C'étaient des objets qui n'avaient aucune valeur marchande. C'étaient des objets qui n'avaient de valeur que pour quelqu'un qui aime vraiment. Et posé sur le tout, il n'y avait pas de lettres, mais un petit dictaphone numérique. Un vieux modèle qu'elle utilisait pour ses notes de design. Marc prit l'appareil. Son doigt hésita au-dessus du bouton lecture. Son intuition, cet instinct animal qui l'avait aidé à survivre dans le monde des affaires, hurlait maintenant « N'appuie pas, jette ça. Si tu appuies, ta vie est finie. » Mais il appuya. La voix d'Anna déchira le silence de la pièce. Elle était calme, effroyablement calme. Mais on y décelait une fatigue si profonde que Marc sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Salut Marc », disait la voix grésillante. « Si tu écoutes ça, c'est que ton spectacle a été un succès. Tu dois probablement te sentir comme un vainqueur en ce moment. Tu m'as démasqué. Tu as montré au monde entier qui je suis. Félicitations. » Une pause sur l'enregistrement. On l'entendait prendre une profonde inspiration. Ce matin, à 10h, l'agence de casting m'a appelé.
Il voulait confirmer les détails pour le maquillage FX. La secrétaire a confondu les numéros et m'a appelé moi, au lieu de ton assistant. Elle a dit « Le maquillage de clochard pour Monsieur Delon est prêt. Le test de fidélité est prévu à 19h devant la boutique. » Marc fut inondé de sueur froide. Il s'effondra dans le canapé, serrant le dictaphone jusqu'à s'en blanchir les jointures. Elle savait. Elle savait tout depuis le matin. Au début, j'ai voulu t'appeler, continuait la voix d'Anna. Rire de toi, te demander pourquoi. Et puis j'ai compris. Ce n'était pas une blague. C'était un diagnostic. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, Marc. J'ai refusé ce contrat à Milan pour être avec toi. J'ai supporté tes absences, tes crises, ta jalousie maladive. J'ai signé un contrat de mariage qui stipule qu'en cas de divorce, je repars avec ce que j'avais en arrivant. Et je l'ai signé sans le lire. Mais ça ne te suffisait pas. La voix trembla mais ne se brisa pas. C'était de l'acier trempé dans la douleur. Tu as décidé de transformer notre amour en télé-réalité. Tu as engagé des caméras pour filmer mon humiliation ou mon triomphe, peu importe. Tu as fait de moi un rat de laboratoire. J'ai compris que même si je réussissais ce test, demain il y en aurait un autre. Tu ne me croiras jamais, parce que tu es vide à l'intérieur. Tu mesures les êtres humains en chèques de banque. Marc ferma les yeux. Le souvenir du crachat explosa dans sa mémoire, mais il le voyait désormais sous un angle terrifiant. Je suis venu devant la boutique, sachant que tu étais là, disait Anna. Je t'ai vu à genoux. Et j'ai eu tellement mal, Marc. Pas pour moi, pour toi. Toi, un homme puissant, rampant dans la boue, jouant au clown juste pour te prouver que l'amour n'existe pas. Alors j'ai décidé de te donner ce que tu cherchais désespérément. Tu voulais un monstre ? Tu voulais la confirmation que toutes les femmes sont des ordures vénales ? J'ai joué ce rôle pour toi. Un bruissement sur la bande. Elle semblait plier un vêtement. Je n'ai pas craché sur un mendiant, Marc. J'ai craché sur ta méfiance. J'ai craché sur ce spectacle ignoble. Je savais que tu me détesterais et que tu me jetterais. C'était le seul moyen de briser ce cycle, parce que je n'aurais jamais eu la force de te quitter simplement en disant adieu. Je t'aimais trop pour ça. Alors je t'ai forcé à me haïr. Maintenant, tu es libre, et ton argent est en sécurité. Adieu. L'enregistrement se coupa avec un clic sec. Marc resta assis dans la pénombre, le silence bourdonnant à ses oreilles. Chaque mot d'Anna était un coup de massue pulvérisant sa réalité. Elle n'avait pas échoué au test, elle l'avait surpassé. Elle avait sacrifié sa réputation, son nom, sa fierté, pour lui donner exactement ce qu'il pensait mériter. La solitude. Elle avait vu les caméras. Elle savait que la vidéo détruirait sa vie sociale, et elle l'avait fait quand même. Parce que vivre avec lui et sa paranoïa était pire pour elle que de devenir une paria. Il se souvint de son regard après le crachat. « Tu vas le regretter. » Il comprenait maintenant. Ce n'était pas une menace de vengeance, c'était une prophétie. Il bondit vers la fenêtre. En bas, Paris brillait, cette ville qui lui appartenait. Mais il se sentait comme ce mendiant qu'il avait joué. Il avait des milliards, mais il venait de perdre la seule personne qu'il aimait, gratuitement. Et il l'avait fait de ses propres mains, avec un cynisme absolu, devant les caméras, pour amuser la galerie. « Non, » murmura-t-il. « Non, je vais arranger ça. » Il attrapa son téléphone. Il devait la trouver. Immédiatement. Il retournerait la terre. Il achèterait toutes les chaînes de télé pour s'excuser. Il composa le numéro de son chef de la sécurité. Trouve-la Anna. Géolocalisation, relevé bancaire, caméra, n'importe quoi. Je me fous de la loi. Trouve-la. Monsieur Delon, la voix du chef était hésitante. Nous avons déjà vérifié quand vous avez ordonné de bloquer les cartes. Et alors ? Elle n'est plus à Paris. Elle a passé le contrôle des passeports à Charles de Gaulle il y a 4 heures. Pour où ? Où est-elle allée ? Hurla Marc en courant vers l'ascenseur. Vol pour Nairobi, Kenya, aller simple.
Elle est partie comme volontaire pour une mission de la Croix-Rouge. Monsieur, elle a repris son nom de jeune fille dans le système il y a 1 semaine déjà. On l'a perdue. Marc frappa du poing contre le panneau de l'ascenseur. La douleur le fit redescendre sur terre 1 seconde. Le Kenya. Bénévole. Là-bas, il n'y a pas de boutique de luxe, pas de paparazzi, pas son argent. Là-bas, les gens ont besoin d'une aide réelle, pas de faux mendiants. 6 mois avaient passé. Marc Delon se tenait au milieu d'un village poussiéreux, brûlé par le soleil, dans le nord du Kenya. Il portait un pantalon cargo simple et un t-shirt délavé, couvert d'une fine couche de terre rouge africaine. Sa montre suisse à 100 000 € était restée dans un coffre à Paris. Ici, le temps ne se mesurait pas en minutes, mais en saison des pluies et en sécheresse. Il lui avait fallu 3 mois pour localiser le camp exact de la mission. 2 mois de plus pour obtenir l'autorisation de visite, car ses dons faramineux n'avaient pas suffi. La bureaucratie humanitaire était plus rigide que celle de ses entreprises. Finalement, il était venu en tant que simple citoyen, comme bénévole pour la construction d'un puits. Il avait maigri, sa peau était tannée, et cette assurance d'acier du maître du monde avait disparu de son regard. À la place, on y visait une espérance, calme et fragile. Il l'aperçut près de l'hôpital de fortune. Anna, vêtue d'une blouse médicale trop large, les cheveux attachés en un chignon négligé, tenait un enfant local en pleurs dans ses bras. Elle lui chantonnait quelque chose, le berçant doucement, et son visage était lumineux, apaisé, d'une manière que Marc n'avait jamais vue lors de leurs derniers mois à Paris. Il se figea, n'osant bouger, peur de briser l'image. Mais elle sentit son regard. Elle leva la tête. Leurs yeux se croisèrent à travers la cour poussiéreuse. Marc s'attendait à de la colère, à ce qu'elle s'enfuit, à des larmes. Mais Anna le regardait calmement, sans haine, sans amour. Juste comme on regarde une vieille connaissance qu'on a presque oubliée. Il s'approcha d'elle. Ses pas étaient lourds, comme si ses pieds traînaient le poids de sa culpabilité. « Anna, dit-il. » Sa voix tremblait. « Je suis venu. » Elle confia doucement l'enfant à une autre infirmière et se tourna vers lui. « Je vois, Marc. Pourquoi ? Pour tout réparer. J'ai été un idiot aveugle et paranoïaque. J'ai supprimé la vidéo. J'ai publié des démentis dans tous les journaux. J'ai avoué que c'était ma faute, ma provocation. Le monde sait que tu n'y es pour rien. » Anna sourit faiblement, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Tu crois que ça m'intéresse, ce que pense le monde ? Ou ce que tu penses, toi ? » « Je t'aime, lâcha-t-il. Je l'ai compris seulement quand j'ai trouvé le dictaphone. Je ne peux pas vivre sans toi. Rentre avec moi. Je changerai tout. Plus de contrats, plus de tests. Juste nous. » Il tendit la main vers elle, espérant effleurer ses doigts. Mais Anna ne recula pas et ne s'avança pas. Elle resta là, inaccessible, comme une étoile. « Je n'ai plus de maison à Paris, Marc, » dit-elle doucement. « Et je n'ai plus d'amour pour toi. Il a brûlé ce soir-là, sur le trottoir. Tu l'as tué d'un seul coup. Mais je suis là. J'ai volé jusqu'au bout du monde. Je suis prêt à ramper pour de vrai. » Dans sa voix perçait le désespoir. Les actes ont des conséquences. Elle le regarda avec pitié. Cette même pitié qu'on réserve aux malades incurables. Tu as réussi ton test, Marc. Tu as prouvé qu'on ne peut faire confiance à personne, parce que tu as toi-même trahi la personne la plus proche de toi. Tu as eu raison. Profites-en. Anna, donne-moi une chance, juste une. Tu as eu des années de chance. Tu les as dépensées en soupçons. Pars, Marc. Tu es un étranger ici. Ici, les gens s'entraident parce qu'ils souffrent, pas parce qu'ils testent quelqu'un. Tu n'as pas ta place ici. Elle fit demi-tour et se dirigea vers l'entrée de la tente médicale. « Anna !» cria-t-il dans son dos. « J'achèterai ce camp.
Je construirai un hôpital ici. Je resterai ici. » Elle s'arrêta une seconde, sans se retourner. « Tu peux acheter la terre, les briques et les médicaments, Marc. Mais tu ne peux pas acheter le pardon. Et tu ne peux certainement pas racheter le passé pour le réécrire. Tu es l'homme le plus pauvre que je connaisse. » Elle disparut derrière le rideau de toile. Marc resta debout sous le soleil brûlant d'Afrique. Autour de lui, les enfants couraient, les médecins s'activaient, la vie suivait son cours. Une vie réelle, brute, honnête. Et lui, il restait seul, entouré du vide qu'il avait lui-même créé. Il se souvint de ce soir-là, il se souvint de ces mots. Un test pour savoir si tu as une âme. Maintenant, il connaissait la réponse. L'âme, c'était elle qui l'avait. Lui n'avait qu'un compte en banque et un désert infini à l'intérieur. Il se laissa tomber à genoux dans la poussière rouge, exactement comme ce soir-là à Paris. Mais cette fois, il ne portait pas de maquillage. Et il n'y avait personne pour lui tendre la main. Il était enfin devenu celui qu'il avait prétendu être. Un mendiant. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous le faire savoir.